Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir pour cette séquence Comment maîtriser le risque d'escalade. Je suis ravie d'être avec vous sur cette session. Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine. On va avoir cet échange avec nos invités, 4 invités, à la fois en français et en anglais. Vous avez donc des systèmes de traduction qui sont à votre disposition à l'entrée de la salle pour vous permettre de suivre les échanges dans les deux langues. Our session is going to be in French and in English both. So if you need a translation, you have... Les échanges se feront en français et en anglais. Vous avez accès à la traduction. Vous m'écoutez maintenant sur le canal français. Sur un certain nombre de points aujourd'hui sur la maîtrise du risque d'escalade, effectivement, compte tenu également de la situation géopolitique et des tensions qui s'intensifient. Nous allons revenir sur cette nécessité de maîtriser le risque, mais aussi de se préparer à y faire face si la situation venait à se dégrader plus encore. Vous le savez toutes et tous, le cyberespace joue aujourd'hui un rôle clé dans l'hybridation croissante des conflits, d'autant qu'aujourd'hui, certains États, et l'OTAN notamment, nous y reviendrons avec notre invité Ben qui est avec nous, se réservent la possibilité de réagir à des cyberattaques qui viseraient notamment des infrastructures critiques par des moyens conventionnels. Alors, qu'en est-il concrètement? On va faire le point sur la situation réellement avec nos invités, loin aussi des fantasmes qui alimentent beaucoup les conversations. On fera un point avec un peu de raison sur ces sujets. Comment concrètement peut-on aujourd'hui contenir ce risque et, in fine, comment se préparent à la fois les États, les villes, les armées, les entreprises, tous les acteurs de l'écosystème se préparent-ils si, je le disais, la situation venait à s'embraser? On en parle avec nos 4 invités. À mes côtés, Raina Stamboliska. Merci beaucoup d'être avec nous. Raina, c'est un plaisir de vous compter à nos côtés aujourd'hui. Founder and CEO de RS Strategy. À nos côtés également, with us today, Liliane Knipperger. Merci beaucoup, Liliane. Thank you very much to be with us. CISO. Merci beaucoup d'être avec nous. The Hague. Thank you so much. Daniel. CISO à la ville de La Haye. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes donc colonel, ancien commandant des forces cybernétiques canadiennes. Merci d'être avec nous en France aujourd'hui. Et nous avons également l'immense plaisir d'accueillir Ben Hiller. Thank you, Ben, to be with us today. Merci beaucoup, Ben Hiller, d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes en charge des politique de l'OTAN en cyber et en guerre hybride. Concrètement, ce risque, le risque de l'escalade, c'est une question que je vous pose à chacun. La tension est clairement montée d'un cran, je dirais ces derniers mois, plus encore ces dernières semaines. Quel est l'état de la situation, je dirais de manière pragmatique, et qu'est-ce que l'on peut, in fine, redouter? Daniel. We are starting with you. Merci. In French or in English, you choose. Je vais le dire en anglais, la réponse, mais je peux, c'est quand la chance pour faire des questions, je peux le faire en français aussi. Look, I think we're at a very interesting time. Je pense que nous vivons une époque assez intéressante, une guerre sur le territoire européen, une guerre hybride dans l'Indo-Pacifique, une incertitude économique à cause de la situation aux États-Unis et certains des terrains qui ont toujours été sûrs pour nous, donc notre Amérique du Nord qui était vraiment cruciale dans la protection de l'Union européenne et de l'Europe durant la Première Guerre mondiale puis la Deuxième Guerre mondiale, sont remises en question aujourd'hui. Ceci est lié à cette incertitude politique, donc beaucoup de menaces aujourd'hui, et j'espère que durant cette discussion, nous pourrons aborder la question du type de risque auquel nous faisons face et comment nous pouvons nous en protéger, en particulier lorsque nous parlons cyberespace. Ben? Merci beaucoup. Alors, d'un point de vue de l'OTAN, je suis tout à fait d'accord avec la position de Daniel. Évidemment, à l'OTAN, nous nous concentrons sur un ou deux acteurs, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Et nous observons évidemment que la Russie augmente ses activités sur le cyberespace de manière considérable. Et donc, cela nous inquiète. Nous sommes rendus compte qu'ils étaient de plus en plus imprudents, ils ne cachent plus leurs activités, ils sont moins inquiets des conséquences
Et le seuil d'acceptation du risque est plus élevé, ce qui est vraiment inquiétant. Je vais vous donner certains exemples de ce qu'il se passe aujourd'hui, les statistiques sur les 18 derniers mois. Les alliés ont connu 90 campagnes de cyberaction. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire des actions qui visent les gouvernements, la sécurité nationale, par exemple. Ce n'est pas uniquement cybercrime. Ici, nous parlons de 90 attaques contre des alliés, les organes gouvernementaux des alliés. Et 40 d'entre elles étaient contre des infrastructures critiques. Ce qui est tout à fait pertinent, évidemment, pour les citoyens, mais d'autant plus pour la sécurité nationale et les armées, car évidemment, ces infrastructures critiques sont utilisées par nos armées pour la mobilisation. En cas de crise, on a besoin de ces infrastructures critiques qui sont attaquées aujourd'hui. Donc la situation est complexe, évidemment, et nos renseignements sont bien au courant et nous le disent, les choses ne vont pas s'améliorer. C'est une nouvelle norme quasiment qui est en train de se créer. Aujourd'hui, c'est un comportement qui est accepté au niveau international. Évidemment, nous y reviendrons, nous discuterons de comment s'y préparer et comment préparer nos villes, nos armées, nos États, tous les citoyens à ce risque. Emilien, désiriez-vous ajouter quelque chose? Votre point de vue. Emilia, pardon. Oui, évidemment, les deux autres personnes que nous venons d'entendre, en tant que ville, nous essayons de protéger, évidemment, nos citoyens. Nous sommes une des plus grandes villes des Pays-Bas, une ville qui représente la paix, la justice. C'est à La Haye, un endroit où nous avons beaucoup d'institutions liées à la paix. Et donc, nous vivons des menaces assez spécifiques. Ainsi, nous devons œuvrer main dans la main, coopérer au sein de notre ville, nous montrer transparents également quant aux menaces que nous vivons, mais également se faire confiance. Car lorsque quelque chose peut arriver, nous pouvons simplement appeler quelqu'un qui va nous aider ou pouvoir simplement partager les informations que nous pourrions détenir. C'est un aspect majeur de la gestion des menaces et des répercussions qu'elles peuvent avoir sur notre ville. Merci, Liliane. En français ou en anglais, vous faites comme vous préférez. Raina, on va s'adapter en live dans tous les cas, sur notamment les acteurs non étatiques, parce qu'ils font partie évidemment de cet écosystème et les impacts sont là encore une fois importants. Oui. I'll do it in English, you know. Alors, je vais répondre en anglais, je suis désolé. So, yeah, there are different things. So we have, you know. Alors, il faut prendre en compte différents aspects. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir des personnes venant du domaine militaire autour de la table, même si l'OTAN est évidemment composée de civils et de militaires. Et puis, nous avons les municipalités autour de la table. Et donc, comment gérer les menaces qui touchent nos citoyens directement. Et quand on regarde tout ce paysage, tous ces acteurs réunis aujourd'hui, eh bien, je me rends compte que ce sont surtout des acteurs non étatiques tels que les entreprises privées et les organisations sans but lucratif qui mènent ces activités de cybersécurité. Par exemple, La Haye, il y a différentes organisations privées ou à but non lucratif qui aident à la protection. Et cela pose doublement un défi de plus en plus apparent. Il convient de protéger les entreprises, les organisations et en même temps, nous devons protéger le citoyen. Et puis, à un autre moment, un peu plus loin, on doit également voir ce qu'il se passe au niveau de l'armée, voir s'il est possible de faire un double usage de la technologie. Et c'est là, finalement, qu'il convient d'avoir une approche intégrée, une approche pansociétale, parce qu'un État et une armée
ont évidemment une vue différente de la protection. Ils protègent les intérêts d'État, évidemment, qui ne sont peut-être pas toujours centrés sur l'être humain ou le citoyen. Par exemple, il peut s'agir de la protection des frontières, des institutions d'État et autres. Et c'est là que les organismes privés et à but non lucratif, il y a un rôle à jouer, car par exemple, quand on parle des ONG, ils se concentrent beaucoup sur l'être humain. Ils veulent protéger les êtres humains, leurs droits fondamentaux et autres. Ainsi, il y a bien des défis qui se retrouvent cachés par ces questions de violence croissante, qui sont des réalités, évidemment. Cela ne va surprendre personne. Cela fait partie de la doctrine de bien de ces acteurs. Et alors, j'aimerais pouvoir peut-être dire ceci pour lancer le débat. J'ai l'impression qu'il y a une certaine sous-traitance, externalisation des activités malveillantes par des acteurs étatiques ou non étatiques. Donc c'est très difficile de tracer ces activités, mais c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Donc, c'est peut-être un emploi comme un autre pour eux, mais nous, en tant que personnes qui se défendent, c'est de plus en plus difficile de les découvrir, de comprendre exactement ce qu'il se passe et de pouvoir même imposer des sanctions et même avoir un effet sur ce type d'acteur un peu particulier. Oui, très bien. Alors, maintenant, peut-être devrions-nous parler solutions ou endiguement de la situation. Nous avons entendu qu'il y a différents points cruciaux sur lesquels il convient de travailler. Nous devons œuvrer ensemble. Vous avez dit, Liliane, donc quelles sont les solutions et les besoins pour endiguer le risque d'escalade? Look, I think we need to understand Alors, je pense que vous devez comprendre qu'il y a un écroulement économique potentiel. Ce serait vraiment la pire éventualité. Donc, on est en train d'observer des politiques où tout le monde se concentre sur le protectionnisme, le nationalisme. Regardez les alliances. Eh bien, il faut vraiment renforcer ces alliances. Les nations de l'Occident doivent aujourd'hui se concentrer sur la diplomatique, la négociation. Et nous devons mettre des adultes autour de la table, je suis désolé de le dire, pour pouvoir mener ces débats, parce que je n'ai pas l'impression que tout le monde comprend les répercussions possibles. Je ne parle pas qu'un effondrement de l'économie mondiale, mais également de la sécurité, car la sécurité est liée à l'économie. Nous avons été prospères pendant longtemps en Occident grâce au commerce international, grâce aux alliances internationales. Donc nous devons les augmenter plutôt que les mettre à bas. Alors, j'aimerais dire aussi quelque chose. Nos relations avec nos collègues de l'armée sont très solides. Nous avons passé du temps dans les mêmes écoles, nous avons fait partie des mêmes alliances, l'OTAN et autres. Donc nous nous connaissons depuis que nous étions lieutenants jusqu'à maintenant généraux. Donc vraiment, c'est une relation qui a des bases solides. Ça a des implications, évidemment, sur bien des aspects de la société, mais il y a un aspect politique qui a un effet des retombées. Nous devons renforcer ces institutions qui possèdent déjà ces bonnes bases de relations et amener tout le monde autour de la table des négociations. Je sais que la situation est compliquée, mais tous les efforts doivent aller dans cette direction. Oui, je suis assez d'accord avec bien des choses que Daniel vient de mentionner. Je pense qu'une des exigences, une des préconditions, c'est de comprendre que le cyberespace est conflictuel en permanence. Il n'y a pas de paix dans le cyberespace. Dans un tel environnement, vous ne pouvez pas juste rester de votre côté et ne rien faire. Vous devez vous montrer proactif. Par ailleurs, il convient d'accepter, et ça a été le slogan pendant des années, on disait qu'il fallait investir dans la résilience, être capable de rebondir rapidement, mais ce n'est plus suffisant. C'est simplement plus suffisant. La résilience est une partie majeure de cet effort, mais elle ne permet pas
de changer les objectifs, les plans de nos adversaires, car vous voyez que le risque ne fait qu'augmenter, donc on doit devenir de plus en plus fort dans le cyberespace. Donc il nous faut une approche proactive et intégrée. Qu'est-ce que je veux dire par intégrée? Eh bien, tout d'abord, nous devons rationaliser notre cyber-réponse, et ce, à 3 niveaux. Tout d'abord, politique, technique et puis militaire. Tous ces niveaux doivent ensemble former une réponse cohérente, tant en temps de paix que de crise, que de guerre. Alors, supposément, nous sommes en paix au niveau de l'OTAN, mais dans le cyberespace, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'en état de paix, nos défenses sont en mode paix. Donc, nous ne sommes pas dans une position adéquate pour réponse et aux menaces du cyberespace. Et on l'a vu à Washington. Nous devons comprendre que le cyberespace aujourd'hui n'est pas le même que l'espace de la réalité. Donc, au niveau politique, nous devons offrir des réponses fortes aux activités sur le cyberespace, des attaques, des activités qui nous impactent de manière significative. Pour le moment, on ne les voyait que de manière isolée. On réagissait à chacun des événements. Aujourd'hui, on doit comprendre que ce sont des campagnes d'attaque. Et donc, on doit avoir une réponse, une campagne de réponse en calculant, évidemment, en prenant en compte le risque d'escalade. Alors, au niveau technique, cela veut dire qu'on doit devenir plus fort en matière de résilience. Notre seuil doit être plus élevé, non seulement parce que nous devons être meilleurs en matière de défense, mais également parce que nous savons que la situation va empirer. Donc, tout simplement, là, nous devons demander un niveau plus élevé et se mettre d'accord sur ce qu'est la bonne résilience pour toutes les nations. Et puis, au niveau militaire, et ceci, c'est par rapport à ce que j'ai dit avant, nous devons nous assurer que l'armée ait un rôle plus clair quant à leurs activités en temps de paix. Parce qu'on est en temps de paix, mais le cyberespace est en conflit, est contesté. Donc, il faut que l'armée ait un mandat de guerre en ligne dans les cyberespaces, mais on doit en même temps éviter une escalade. Il ne faut pas que cette guerre cybernétique se retrouve dans l'espace cinétique. Et à ce moment-là, il faut s'assurer que l'armée soit prête. Donc, il faut s'assurer d'appliquer l'armée en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 jours, pour que il y ait une transition plus souple dans la mise en action de l'armée s'il y a une escalade. Merci beaucoup. Nous y reviendrons, nous discuterons de ces exercices, de la préparation en temps de paix pour, évidemment, se préparer de manière proactive à une potentielle guerre. Liliane, voudriez-vous ajouter quelque chose quant aux moyens et aux solutions à mettre en place? En effet, des organisations, des autorités locales telles que notre municipalité, mais également d'autres organisations au niveau du pays, doivent bien comprendre quelles sont les menaces présentes et avoir une approche pratique. Évidemment, l'aspect militaire et de haut niveau est un peu abstrait de mon point de vue, parce que moi, mon objectif, mon emploi, c'est de protéger mon organisation. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que je dois évaluer la menace, son niveau, et puis envisager les contre-mesures nécessaires, les actions à mettre en place pour protéger nos données et applications, par exemple. Il y a bien des scénarios que nous pouvons envisager. Il y a évidemment des exercices à mettre en place pour essayer d'être en avance sur la menace. Mais il convient également de comprendre que parfois l'objectif est une cyberattaque et a des effets quand même physiques, mais en même temps, on pourrait aussi avoir une cyberattaque qui n'est qu'un moyen, un outil pour créer ces répercussions dans le monde cinétique. Donc, c'est des choses que nous devons évidemment garder à l'esprit lorsque nous préparons nos contre-mesures. Raina, and the same question. Raina, j'aimerais vous poser la même question pour les acteurs non étatiques. Comment s'adaptent-ils à cette situation? Alors la question est assez difficile, et elle est épineuse. Je vais directement lancer le débat sur les choses dont on n'a pas envie de parler.
Combien d'acteurs non étatiques s'impliquent dans le travail de plaidoyer? Peut-être 5. Je peux les compter sur les doigts de ma main. Donc je pense que nous sommes terriblement déconnectés de ce qui se fait au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire des gouvernements ou l'Union européenne dans notre cas, ou la coopération internationale d'un point de vue un peu plus large, et les personnes qui fournissent ces outils. Donc il y a un fossé entre les fournisseurs de services, d'outils, qui sont des acteurs significatifs de la chaîne d'approvisionnement, et le gouvernement, parce que vous êtes une entreprise privée qui fait 10 millions par an, mais vous avez des répercussions. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. On parle d'une approche intégrée. Eh bien, combien de règles ou d'incitants sont en place pour offrir des technologies et l'interopérabilité des technologies, parce qu'on parle toujours d'interopérabilité des armées européennes, des équipements européens, les exercices communs et bien d'autres points. Mais si vous vous rendez dans une entreprise, même aujourd'hui, en 2025, on a des entreprises qui ont 7 XDR différents au sein de leur entreprise. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et donc, il nous faut des actions coordonnées entre les municipalités, le niveau exécutif, les gouvernements. Et là, ça me semble fou. L'interopérabilité me semble très difficile. Et nous en avons besoin. Donc là, je pense qu'il faut sensibiliser à cette situation. L'Union européenne, si vous êtes en Union européenne, vous, en tant qu'acteur privé, vous faites partie de la prospérité que nous défendons. Mais vous êtes également un acteur de valeur, donc vous devez vous impliquer dans le travail politique, parce que finalement la politique met en place les règles du jeu. Donc l'Union européenne avance sur ces aspects avec, par exemple, la loi de solidarité sur le cyberespace qui demandera de notre part de travailler ensemble. Ils ont parlé là du bouclier numérique. Cela va demander également des partenariats pour mettre en place des centres d'opération de cybersécurité à différents endroits dans l'Union européenne. Donc, il ne s'agit pas que d'une détection et identification des menaces, mais c'est surtout de partager notre connaissance du numérique au niveau européen et au niveau des différents acteurs de la chaîne de valeur. Lorsqu'on aborde la question des décideurs et de la coopération politique, surtout au niveau international, vous devez comprendre que nos approches s'appuient sur le niveau étatique. Par exemple, il existe un groupe de travail au niveau des Nations Unies en place depuis 2019 et il y est très difficile d'avoir une représentation des acteurs privés, non lucratifs ou privés. Alors que là-bas sont discutées les nouvelles normes de du cyberespace. Donc comment maintenir la paix alors que tout le monde s'arme de son côté? Ainsi, certains d'entre nous essayent évidemment de promouvoir notre plaidoyer, notre participation, mais si personne ne veut participer, que faire? Il est temps de comprendre qu'il nous incombe à tous de nous protéger. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir nous aider ou nous sauver. Sinon, si nous ne le faisons pas, la situation me semble bien grave. Désirez-vous dire quelque chose à ce sujet, Daniel? Alors, du point de vue du gouvernement et en ce qui concerne l'importance des partenariats public-privé, je pense qu'ils sont reconnus. Un bel exemple, ça a été l'Ukraine. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas offrir de cybersécurité ou de cyberdéfense au niveau national sans le secteur privé. Les capacités, la connaissance de la situation et les financements considérables disponibles étaient tous nécessaires.
Évidemment, pour les États, ce n'est pas une situation facile. Je vais être honnête, la sécurité nationale, la défense nationale a toujours été vue comme une responsabilité d'État. C'est toujours été pour eux la terre, les airs, la mer et maintenant l'espace extra-atmosphérique. Et là, on a besoin de l'industrie pour la sécurité, pour bien des choses. Et pour ce faire, eh bien, il faut toujours prendre en compte les considérations de sécurité nationale. Alors, l'OTAN, évidemment, est toujours au premier rang. Nous sommes une organisation militaire avant tout. Donc, c'est là qu'il est important de travailler aux côtés avec l'industrie. Il faut savoir que l'OTAN est toujours très hiérarchique et avec des programmations opérationnelles qui n'est pas toujours en accord avec le fonctionnement de l'industrie, mais nous sommes obligés de le faire. Mais c'est quelque chose que nous reconnaissons. Et l'Ukraine, pour l'OTAN, a vraiment permis de se réveiller, de mettre en place notre centre de cyberdéfense de l'OTAN l'année dernière, qui réunissent l'industrie et nos personnels de cyberdéfense, avec pour objectif de vérifier, de surveiller le cyberespace de l'Alliance en temps de paix, pas uniquement en temps de conflit, car il y a des infrastructures dont nous avons besoin, des infrastructures de mobilité militaire que nous devons protéger aujourd'hui et nous assurer que nous pouvons nous y fier s'il y a une escalade. Donc nous devons bien connaître la situation. Mais il s'agit également de l'industrie. Donc ce sera très important. Donc la reconnaissance de la situation est là. Nous avons lancé certains plans. Et donc nous réunissons également les défenseurs du niveau cybernétique, mais malheureusement, nous allons devoir nous améliorer pour inciter l'industrie à se joindre à nous dans ce travail. Il ne s'agit pas de quelque chose de très intéressant, c'est militaire. C'est très difficile de demander aux gens de venir communiquer avec nous. Donc là, il faut trouver des bons incitants. Mais le désir est là, en tout cas. Je ne vous mens pas. Merci Ben. Peut-être quelque chose par rapport à l'escalade. Quel est le seuil que nous voulons mettre en place et se baser sur quels critères pour établir ce seuil d'escalade? Je vais revenir un peu en arrière parce que je voulais revenir sur ce que dit Ben, si vous me le permettez, bien sûr. Terre, mer et l'air, le ciel, nous comprenons bien ces espaces. Mais il existe un autre espace, le cyberespace, que nous avons créé nous-mêmes et qui change tous les jours et évolue à une vitesse énorme, qui dépend toujours des processus politiques. Donc c'est un espace très complexe. Je sais que les décideurs politiques sont toujours mis en difficulté par ce cyberespace et qu'il est spécifique. Alors je suis d'accord avec ce commentaire de dire, voilà, ce que nous observons au niveau stratégique, car aujourd'hui nous sommes en plein combat sur le cyberespace, on ne dit pas que c'est la guerre, on dit que c'est un combat. Parce que nous sommes attaqués tous les jours par ces acteurs étatiques ou non étatiques, mais par procuration, d'autres qui essayent de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour faire ces attaques. En tout cas, on est attaqué tous les jours. Donc, comment offrir une approche, une défense qui se fait par toute la société? Et c'est quelque chose, évidemment, qui a des retombées sur les villes, les provinces, les États, quels que soient vos systèmes en place. Donc, c'est un réel défi, une vraie difficulté, car nous vivons des combats, mais qui sont en dessous du seuil du conflit. Et parfois, nous recevons ces informations grâce à des services de renseignement très discrets. Donc, c'est très difficile de transmettre ces informations jusqu'au plus bas niveau, le niveau municipal. Et donc, mais nous devons le faire. Nous devons faire comprendre ceci. L'industrie privée est un composant critique de ce combat, crucial de ce combat. Combat. Et pourtant, c'est très difficile d'obtenir des habilitations de sécurité pour l'industrie privée. Nous envisageons une guerre avec un centre d'opération au niveau militaire, policier, interétatique. Mais il faut qu'il y ait l'industrie privée également présente, parce qu'ils observent les mêmes choses que nous, parfois à travers un autre point de vue, mais
Donc, si nous voulons repousser les Russes et les Chinois, par exemple, qui mènent bien de ces activités, en réalité, et qui utilisent une approche sociétale, eh bien, nous devons en faire de même d'un point de vue de défense. Et c'est pas facile. Et cela peut être très coûteux, tant en capitaux qu'en ressources humaines. Oui, alors si je peux rebondir là-dessus, ça montre effectivement que nous avons besoin d'un écosystème solide. Nous devons pouvoir faire confiance aux différents fournisseurs, nous devons pouvoir travailler ensemble avec des centres de services critiques en Europe et dans le reste du monde. Il faut qu'ensemble, ces centres de services critiques collaborent, s'entraident, partagent les informations. La maturité, elle peut varier d'une entreprise à l'autre, d'une municipalité à l'autre. Par exemple, nous sommes une grande municipalité, donc nous avons un département qui s'intéresse davantage à la cybersécurité que dans d'autres petites municipalités. Mais ensemble, nous devons réfléchir à comment nous défendre les uns les autres et comment nous aider les uns les autres à nous améliorer. Alors, je vais répéter ma question, du coup, parce que vous n'avez pas voulu y répondre, hein, Daniel. Donc, je la repose. Quid des seuils d'escalade? On doit en parler. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qui est responsable de la définition de ces seuils? On ne va pas pouvoir éviter tout cela. Alors, les seuils d'escalade évoluent à chaque élection. Et je le dis parce qu'on a des partis politiques qui sont élus et qui fixent quels sont leurs seuils de risque, quelles sont les limites qu'ils posent. Et donc ces seuils peuvent évoluer. Ce qui était acceptable il y a 6 mois n'est peut-être plus acceptable aujourd'hui. C'est tout un défi. Par ailleurs, l'évolution des technologies force un changement d'approche également. Cela change notre façon d'agir face à des adversaires. Nous sommes toujours en train de réagir aux menaces. Voilà pourquoi nous adaptons systématiquement nos seuils. Les seuils d'hier ne sont pas les seuils d'aujourd'hui. Et c'est la réalité. Alors, comment nous adapter? Comment proposer des législations? Parce que, évidemment, les politiques veulent avoir une sorte de cadre rigide, un cadre législatif rigide. Alors, comment les assouplir suffisamment pour qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des technologies? Eh bien, c'est un défi. Et je sais que les responsables politiques comme Ben travaillent là-dessus au quotidien. Donc, chaque pays peut avoir des seuils différents. Nous pouvons avoir des discussions en tant que membres d'une coalition de pays ayant le même état d'esprit. Nous pouvons en parler en tant que coalition militaire, mais cela peut varier. Et cela dépend également des activités des différents acteurs et de leurs ingérences. Mais je suis sûr que Ben aura quelque chose à rajouter. Ce que Daniel vient d'expliquer, c'est qu'il est difficile d'agir à différents niveaux. Au niveau national, au niveau militaire, au niveau politique, au niveau technique également. Et encore, au niveau technique, c'est le plus simple. Il est important de définir des seuils d'escalade. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir comment gérer les risques et comment y répondre. En fixant des seuils, on sait comment réagir au niveau technique. Au niveau politique, ce n'est pas aussi clair. Comme Daniel l'a dit,
Au niveau politique, il faut décider quels sont les risques que l'on accepte de prendre. Et bien évidemment, les risques varient en fonction du contexte. Et actuellement, le contexte, c'est la guerre en Ukraine. Alors, quand on prend 32 États membres, on a 32 visions différentes, 32 niveaux de risque différents, d'où de grands débats. Néanmoins, au niveau de l'Alliance, on parle de lignes rouges. Quelles sont les lignes rouges qui sont fixées et à partir de quand est-ce que nous agissons? Alors, on ne fixe pas de seuil. Pourquoi? Eh bien, notamment pour cette question d'ambiguïté opérationnelle. Il y a également un autre facteur qui entre en jeu. Nous estimons, en tant que responsable politique de l'OTAN, que si on fixe des lignes rouges, des seuils, alors on peut être sûr que les adversaires vous testeront constamment juste en deçà de cette ligne rouge. Alors que faire à ce moment-là? Donc l'ambiguïté stratégique est très importante. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle permet une marge de manœuvre, elle permet de s'adapter à la situation. C'est la raison pour laquelle les alliés, les membres de l'OTAN, ont décidé de ne pas fixer de ligne rouge, mais de préserver cette ambiguïté stratégique. Au niveau politique, militaire, technique, eh bien, on se réunit tous les 6 mois pour être sûr de savoir comment réagir, pour ne pas être pris de court. Systématiquement, si on décide d'agir, eh bien, nous aurons des lignes claires. Donc nous avons des lignes directrices qui sont claires, nous savons comment réagir, mais les seuils ne sont pas fixés. Les lignes rouges ne sont pas fixées. Liliane, would you like to add something? Liliane, vous voulez rajouter quelque chose, Raina? Yeah, I think from a city perspective, Oui, alors, those thresholds are au niveau des villes, ces seuils sont intéressants, éclairants, si je puis dire. we need to comply with our national rules, of course. Bien évidemment, au niveau municipal, on doit respecter les règles nationales Like really make them pragmatic and concrete. et essayer Organization in our own city. que ces seuils soient pragmatiques pour les villes. C'est important qu'ils soient pragmatiques, que l'on sache comment réagir, notamment s'agissant de nos infrastructures critiques. Il faut que nous sachions comment nous adapter à ces seuils, à ces lignes rouges. Mais bien évidemment, encore une fois, c'est une question très large et compliquée. Yeah, I understand. I mean, Alors, je comprends, hein, et je sais bien évidemment que c'est extrêmement compliqué. When we can meet for lunch, it will Et take forever to decide, right? So let si on en parlait autour d'un repas, il nous faudrait des heures et des heures pour nous mettre d'accord à 2, alors à 32. Je vous laisse imaginer. Ce qui me préoccupe, c'est que operational experience and so on and so forth are struggling à notre niveau, to come up to nous terms, constatons des difficultés let's say, alors ways to de describe a fixer shared des right? Because that's what façons de those partager notre réalité. C'est ça les seuils, c'est are being avoir la même by vision unusual d'une so- réalité partagée. like when you have a court, saying that, for example, you are not getting Par exemple, help by your cyber insurance because you are si on a une cour qui nous dit that is vous supposed n'avez pas été aidé hostile par votre state actors. cyberassurance So this is lors amounts to a war action. d'une attaque avec un rançongiciel, un ransomware, Yeah, weird things that happen and that become the rule. eh bien, on voit ce qui se passe et il y a des choses qui deviennent la règle et qui font jurisprudence parce que justement, on n'a pas
toujours des normes. Donc, on a de plus en plus d'événements avec des décisions qui font jurisprudence parce qu'on manque de cybernormes. And it's terrible. It's very difficult to get Alors, people bien on the évidemment, c'est table extrêmement and compliqué to talk de about that sort of things. discuter de ce we type de need choses, also de to, faire en sorte que les gens way s'asseyent that autour is- de la table. We are creating again criteria for a shared reality Et that on can crée provoke a conventional essaye de response, for créer example, Article 5, une réalité partagée. right, which is scary. Et on a différents... And we are not Articles talking du about traité. having a piece of paper that it's written if De Russia l'Atlantique does Nord. this, then shoot a missile. Ils sont relativement clairs, même si on n'a pas des normes qui disent, par exemple, oui, si la Russie lance un missile, voilà quelle sera la réaction, etc. Those things. Ah, Who talks Mais about those things? au-delà justement de ces lignes rouges, il faut savoir qui parle de tout cela, sous quelle configuration, etc. Ce qui Proliferation m'inquiète, c'est également la in prolifération des zones grises au niveau des actions étatiques et la prolifération de forums où l'on débat de ces If sujets. it's too difficult with 32, then let Alors si c'est trop compliqué à 32, one level. But then you have bilaterals. Then on you peut have toujours avoir des réunions You need- bilatérales, régionales, etc. Et donc beaucoup de forums. Et au final, on fragmente. that sort On of a une conversation fragmentation croissante de la ever discussion reach et shared de reality of la sorts, right? possibilité de parvenir à une réalité partagée, un consensus. Alors bien évidemment, il y a une évolution en fonction du temps, en fonction des besoins, mais si nous ne parlons jamais de cela ensemble, nous ne parviendrons jamais à nous rapprocher de cette vision partagée en temps de besoin. Ben? Understanding the frustration. Alors je comprends évidemment la frustration. So I think from an again NATO alliance perspective, Au niveau, voilà, du point de vue de l'OTAN, there is clarity. je dirais qu'il y a Thresholds are without une defining certaine clarté sur les seuils, sans pour autant qu'ils ne soient fixés. by all 32 allies that Les 32 alliés ont d'ailleurs des engagements clairs, in cyberspace as just in the real world, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde in terms of how much cyber. law applies or not with the usual suspects. So in a way, at least those 32 agree very much. Ces 32 États sont d'accord. And there is an effect to a certain degree, then the Lorsqu'il y a des cyberattaques avec response might not be visible. des conséquences, il y aura réponse. Il y aura une réaction. Cette réaction, elle n'est pas forcément visible, Also in recognition that mais elle est présente. Les réactions peuvent varier d'un pays à un autre également. Pourquoi? Eh bien parce que les États peuvent avoir des seuils différents, des seuils de réaction différents. Certains peuvent se concentrer sur les solutions et les mesures techniques, d'autres sur des mesures proactives ou autres. Mais dans tous les cas, on a une vision claire de la façon dont l'orchestre réagira. famous red lines, right? Et puis, Red bands. on ne parle pas de lignes rouges, mais plutôt That fit de zones rouges. or two of bands in terms of escalation, and then based on that, to put into place Et c'est sort of response plans that are below Article 5, and that en fonction de ce niveau dans la zone rouge que l'on va avoir des réactions en deçà du déclenchement de l'article 5. coherent response rather than okay. Cela permet d'avoir une réponse cohérente. Nous savons ce que l'on va faire. Il y a différents niveaux, différents types de réactions possibles. Et il est important, effectivement, d'avoir ces discussions sans pour autant fixer clairement des lignes rouges, mais plutôt des échelles de réaction.
L'article 5, vous le connaissez, on en parle régulièrement. Il y a eu une évolution au niveau de la réflexion autour de l'article 5. En 2014, lorsque les Alliés ont décidé que les cyberattaques pouvaient entraîner le déclenchement de l'article 5 en tant que réponse collective à une attaque armée, on s'est dit, mon Dieu, ça pourrait être l'équivalent d'un missile cinétique. Non, c'est pas de cette façon que l'on l'utilise. Il y a des cyberattaques constamment, il y a des campagnes malicieuses constantes qui sont en deçà du déclenchement de l'article 5. Nous avons défini tout cela. Nos adversaires se sont également adaptés et ont donc décidé de continuer les attaques, mais en deçà des lignes rouges qui avaient été fixées, si je puis dire, au niveau des cyberattaques qui pouvaient déclencher l'article 5. Nos adversaires se sont donc adaptés et nous nous sommes adaptés avec cette ambiguïté stratégique et cette considération des cyberattaques comme étant cumulatives. Donc, ensemble, plusieurs cyberattaques peuvent entraîner le déclenchement de l'article 5. Et puis, bien évidemment, nous continuons à travailler ensemble pour être proactifs au niveau politique, technique, opérationnel et autres, et afin de savoir comment réagir. Merci. Alors, Daniel, on a parlé justement de différents types de réactions. Il y a des exercices qui se font au niveau national, au niveau international. Cette coopération, elle est importante. On doit la préserver, l'améliorer même. Au niveau du centre de cybercommandement, c'est quelque chose d'important également au Canada, n'est-ce pas? Oui, alors quand on parle d'exercices, on a peut-être une vision différente de ce qu'on appelle des exercices. Les exercices sont importants. Ils nous permettent d'apprendre, de tirer des leçons, d'identifier les bonnes pratiques, de mieux comprendre les réactions possibles. Les exercices peuvent se faire entre États, entre nations. Ils permettent de réfléchir sur les investissements dans les infrastructures, dans le personnel. Mais dans le même temps, on n'apprend pas autant que l'on ne le souhaiterait des exercices. On apprend énormément, en revanche, des opérations réelles. Les exercices sont importants. Attention, surtout dans des alliances, dans des coalitions. Mais c'est véritablement dans les opérations, quand on les mène, que l'on apprend, que ce soit au niveau offensif ou défensif. C'est quand on agit pour de vrai, entre guillemets, que l'on apprend pour de vrai, avec les équipes politiques, techniques, juridiques. Et c'est ce qui nous a permis de renforcer nos capacités dans le cyber. Alors, on a différents centres de cybercommandement. Les centres de cybercommandement de l'Ouest se réunissent 2 fois par an, partagent leurs observations et leurs bonnes pratiques. Et encore une fois, on n'apprend pas simplement des exercices, c'est véritablement d'un point de vue opérationnel que l'on apprend. Et on doit aussi aller au-delà de l'OTAN. On peut apprendre du Moyen-Orient, de l'Indo-Pacifique, de l'Amérique latine, des Caraïbes. Pourquoi? Eh bien parce que parfois cela permet d'avoir des approches, des visions différentes dont il faut tenir compte. Alors les exercices, bien évidemment, ils sont importants, mais on apprend bien plus des opérations. Par ailleurs, il est important que les centres de cybercommandement se réunissent et échangent. C'est un aspect extrêmement important.
ce qui favorise l'interopérabilité, mais également la confiance. Pourquoi? Eh bien parce que quand les choses s'aggravent, on ne veut pas échanger nos cartes de visite à ce moment-là. On doit se connaître. On doit avoir déjà établi des relations. Donc voilà quelques mots sur les exercices. Les exercices sont importants, mais ce n'est pas l'outil idéal. Ce n'est pas la panacée. Alors, Liliane, vous avez dit il est important de travailler ensemble. On dirait qu'autour de la table, il y ait consensus sur le sujet. Est-ce que vous organisez des exercices pour peut-être mieux vous connaître avec la municipalité, les autres municipalités, les entreprises, les infrastructures critiques, afin d'être prêt en cas de cyberguerre? Not exactly to the last point you said, if cyber war is coming, but there's a strong collaboration. Alors, effectivement, on a de grandes collaborations, pas forcément parce qu'une cyberguerre va arriver, mais nous avons cette grande collaboration entre municipalités. Par exemple, nous avons une étroite collaboration avec Barcelone. Nous collaborons également avec des différentes organisations des Pays-Bas qui partagent notre approche de la cybersécurité. Alors, Daniel l'a dit, hein, on ne veut pas échanger nos cartes de visite quand on a besoin de réagir, d'agir. Il faut se connaître à l'avance, en amont. Il est important de se parler en temps de paix. Et il y a de nombreuses façons de collaborer et d'échanger. À La Haye, par exemple, dans ma ville, nous travaillons au niveau de la métropole. Nous avons une collaboration avec les entreprises. Et puis, nous travaillons également au niveau régional, par exemple avec l'Institut de la paix, qui s'appelle ISACS. Avec cet institut, nous avons une collaboration, nous échangeons, nous nous entraidons, et nous avons des contacts toutes les semaines. Cela nous permet de nous connaître, de savoir ce qui est pertinent pour chaque partie prenante. Donc oui, effectivement, c'est vraiment important de se connaître. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions pour nos orateurs, pour nos panélistes? Oui, on a une question là. J'arrive. Merci de la poser dans le micro. Thank you for this talk. Merci beaucoup, c'était très intéressant. I would like to ask to Mr. Hiller that NATO is, as we know, the defensive alliance, but yet, as you mentioned, the l'OTAN est une alliance entre guillemets passive. On a énormément d'attaques, de cyberattaques menées notamment par la Russie. Est-ce que l'OTAN envisage des actions proactives pour lutter contre ces risques, donc être plus proactif que défensif? Alors, on n'a pas tout entendu. Est-ce que vous pourriez répéter? The final question is, la question est, que pense l'OTAN d'une action proactive plutôt que défensive? Merci, désolé, c'est parce que les haut-parleurs sont dirigés vers vous, donc on ne vous entendait pas, même si vous vous entendiez. Alors, il y a pas mal de réflexions au niveau de l'Alliance. On parle beaucoup de l'article 5 en 2014. Effectivement, quand on a discuté de l'article 5, on a mis l'accent sur le défensif. Mais au niveau politique, s'agissant du cyber, du monde cyber, les choses ont évolué. Les choses ont évolué et les alliés se rendent compte que nous avons besoin d'une approche plus proactive dans le cyberespace. Nous sommes en temps de paix, si je puis dire. Nous adaptons notre façon d'agir. Nous restons une alliance défensive. Nous ne voulons pas forcément devenir agressifs, mais nous voulons être plus proactifs. Donc, nous défendre plus proactivement en identifiant des vulnérabilités, des menaces,
Donc, au lieu d'attendre que quelque chose se passe, eh bien, on analyse nos défenses, notre cyberdéfense. Nous avons également des mécanismes de réaction rapide, de réaction précoce. Nous nous entraînons, les alliés aident les alliés. Parfois même avant que les menaces ne surviennent. Donc on essaye de chasser les menaces. Au niveau politique, on a toujours des dilemmes. Mais nous réagissons à chacune des campagnes que nous constatons. Nos réactions ne sont pas toujours visibles du public, mais nous avons des actions coordonnées entre États. Et donc nous avons ces dilemmes qui sont présentés et nous réagissons à ces dilemmes. Alors bien évidemment, quand on ne sait pas ce qu'il se passe au niveau de l'Alliance, il est difficile d'agir de façon proactive. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette approche, il est important de travailler ensemble, y compris avec le secteur privé. Il est important de partager les informations, de centraliser les informations, et les communautés de cyberdéfense doivent être au courant de ces données, de ces informations pour pouvoir réagir. Alors plus proactif, oui, absolument. Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas défensifs pour autant. C'est simplement que nous renforçons nos défenses proactivement. Alors, les nations mènent des cyberopérations, mais pas dans le cadre de l'OTAN, au niveau national. C'est la raison pour laquelle des seuils n'ont pas été fixés au niveau de l'OTAN. Par contre, au niveau national, les États ont la possibilité de mener des cyberopérations. Donc, ce sont des opérations souveraines qui se font dans les cadres des lois nationales. Donc, bien attention, des cyberopérations peuvent se faire au niveau national sans pour autant qu'elles ne soient menées au niveau de l'Alliance. Bonjour, merci beaucoup pour ce partage. Je viens d'un projet financé par la Commission européenne qui s'appelle Cyber. Notre objectif est de bâtir une plateforme, une communauté entre les secteurs civils et militaires pour justement nouer des partenariats, renforcer les collaborations, encourager le développement de technologies à usage double, donc civil et militaire. What better opportunity to ask you, what would you do if you dans ce sens, j'aurais aimé vous poser une question, à savoir comment créer de meilleures connexions. Pour vous, comment rassembler sous une même plateforme, dans un même forum, des représentants de la société civile et des représentants militaires. Ce partage d'informations n'est pas toujours autorisé, mais voilà, si vous pouviez commencer d'une feuille blanche, si vous pouviez décider, que feriez-vous? Alors, je vais vous donner mon point de vue. Tout d'abord, il faut de la volonté politique. Il faut des institutions fortes dans le secteur de la cybersécurité pour avoir des conversations matures entre industrie, société civile, milieu universitaire, ONG même, et armée. Il faut aussi du leadership pour avoir ces liens. Nous n'avons pas de baguette magique pour ce faire. Néanmoins, des conversations comme celle d'aujourd'hui, des forums comme le forum InCyber sont des solutions. Il est important d'avoir des échanges avec les entreprises technologiques, les fournisseurs Internet, etc. Et pour se rassembler, il faut de la volonté. Cela peut se faire de différentes façons au niveau national. Ça demande énormément de travail, je ne vous le cache pas. Parfois, ça ne se fait pas de façon efficace, mais on doit continuer à avancer dans ce sens. Et
Je dirais que certains pays sont très doués pour rassembler justement les différents acteurs dans le cadre de programmes de défense et autres. C'est le cas des États-Unis. De notre côté, on travaille là-dessus. Je suis sûr qu'au niveau de l'Union européenne, il y a également des processus dans ce sens, pareil au niveau de l'OTAN. Yeah, echoing exactly that. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a un fait assez intéressant quand on a commencé à parler dans le cadre de l'OTAN, de la coopération entre les civils et les militaires, et que nous avons mis en place le commandement intégré. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait parler la même langue. Quand on parle de civils, on ne parle pas de la même chose que les militaires lorsqu'ils parlent de civils. Il y a civil et civil civil est un mot qui est utilisé dans le monde civil, mais c'est pas la même chose que lorsqu'un militaire parle de civil. Pour nous, on parle de la recherche, de l'industrie, les agences de cybersécurité. Donc ça, ce sont les civils définis par civil en anglais. Et quand on parle de civilian, eh bien, nous parlons évidemment des citoyens. Et donc, il faut être clair par rapport à ce qu'on dit. Il faut vraiment savoir se mettre d'accord, casser cette barrière de la langue avant de pouvoir se comprendre. Ensuite, nous nous sommes rendus compte que nous devons vraiment nous concentrer sur les objectifs de ces partenariats. Ce n'est pas suffisant de dire, voilà, nous devons augmenter les relations entre le civil et le militaire. Ça ne va pas suffire. Nous sommes au commandement intégré, au CHEP, et qui possède une mission claire et qui se concentre plus sur l'aspect militaire en lien avec les infrastructures civiles, la conscience de la situation qui permet d'aider les tâches essentielles de l'OTAN. Donc, il y a toujours un point de vue militaire tout en s'en rendant compte que nous avons besoin de ces parties prenantes pour effectuer cette défense cybernétique qui est militaire. Donc, le cadre est clair. On veut éviter évidemment de rendre de manière magique aux autorités civiles la guerre. Parce qu'en temps de paix, finalement, on se retrouve avec des autorités civiles qui doivent gérer des conflits dans le cyberespace. Mais en fait, ce n'est pas plus possible. Il faut qu'il y ait une transition qui soit plus efficace, qui se fasse sans problème s'il y a une escalade. Donc, il faut mettre en place l'interopérabilité par concept dès le design. Merci beaucoup à tous. C'était un plaisir de compter sur votre présence. Merci. Et je vous souhaite évidemment un beau séjour ici à Lille. Les sessions d'information continuent toute la journée et également demain. Bonne journée à tous.